Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée au centre hospitalier de Wallonie-Picarde, le CHUAPI en Belgique, avec l'établissement hospitalier qui est là, dont je vous présenterai les acteurs, et le bureau d'architecture d'engineering Veragen de Bruxelles. Composé de 4 sites hospitaliers et d'une polyclinique, le CHUAPI est l'une des plus importantes institutions hospitalières de Wallonie. Avec plus de 2500 collaborateurs, dont près de 300 médecins, 24 500 admissions par an et un plan architectural d'envergure, il possède de nombreux atouts pour relever les défis visant le bien-être du patient et sa prise en charge optimale. Le projet architectural du CHUAPI s'inscrit dans une politique de regroupement sur un site unique de tous les lits aigus, actuellement répartis entre différentes institutions du Tournaisis. Aujourd'hui répartis sur 4 sites. On connaît l'importance aussi du regroupement aujourd'hui de plusieurs sites hospitaliers, puisqu'on le remarque un petit peu partout en France et en Europe. Les activités hospitalières seront à terme rassemblées sur 2 sites, Union et le site Notre-Dame. Ce projet fédérateur a été l'occasion pour le bureau d'architecture Engineering Veragen, le BAEV, de développer une nouvelle approche de l'accueil du patient en rapport avec l'évolution des besoins d'hébergement. L'accueil du patient, c'est au cœur de toutes les réflexions des hospitaliers aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire à tous les niveaux. Les architectes, comme les hospitaliers, y réfléchissent lors de toutes les réflexions des grands projets qui préfigurent l'hôpital de demain. Alors, pour vous en dire un petit peu plus sur le bureau d'architecture et d'engineering Veragen, situé à Bruxelles, il compte plus de 60 ingénieurs civils, architectes, des architectes évidemment, des ingénieurs industriels, des dessinateurs, des architectes d'intérieur, graphistes, des techniciens en bâtiment et des collaborateurs. Sa spécificité réside dans la haute valeur ajoutée qu'il apporte à des projets complexes d'architecture et d'ingénierie, grâce à l'expertise de son équipe dans les technologies de pointe et la recherche liée au développement durable. Nous accueillons en ce début d'après-midi Monsieur Jean-Claude Van de Waal, directeur médical du CHUAPI. Monsieur Van de Waal, bonjour. Anne-Laure Parfait, architecte du centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Bonjour Madame Parfait. Et Nicolas Van Oost, architecte et architecte associé au sein du bureau architecture engineering Veragen. Monsieur Van Oost, bonjour. Je vais donner tout d'abord la parole à Monsieur Van de Waal, qui est directeur médical du centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Comment est-ce que vous définiriez votre établissement, le centre hospitalier Wallonie-Picarde? Je vais vous aider. Oui, voilà. Merci. Donc merci pour l'invitation. Là, Monsieur Ntibi vous a déjà un peu expliqué notre hôpital. On est dans une région plutôt rurale, avec une ville d'environ 50-60 000 habitants, et on draine globalement 160 000 habitants quand on prend l'arrondissement de la population. Et donc notre institution est un hôpital général qui offre pratiquement toutes les spécialités médicales et chirurgicales en dehors de certaines choses comme la chirurgie cardiaque ou la radiothérapie. Et notre but dans la région, c'est de rester un hôpital qui aborde des pathologies, qui peut faire des prises en charge lourdes, et de ne pas être un hôpital qui ne fait que transférer des patients vers l'université, et donc d'être un hôpital intermédiaire entre des soins plus régionaux, plus locaux, et les centres universitaires qui sont concentrés sur les grandes villes, et pour pouvoir offrir à la population le maximum possible de prise en charge pointue pour les pathologies les plus diverses possibles. Alors le CHUAPI a lancé depuis plusieurs années un vaste plan architectural visant à regrouper toutes les activités de l'établissement sur 2 sites. Quels sont les enjeux de ce regroupement en matière de mutualisation, aussi bien des équipes que de vos équipements? Donc en fait, tout est en parallèle. À la fois la fusion des 4 institutions précédentes, donc qui étaient en 4 sites, mais 3 institutions
concurrentes qui sont parties dans un projet commun. Et donc, tous nos avantages sont à la fois liés à cette fusion, à cette mise en commun des ressources humaines et matérielles, et en même temps à la construction du projet hospitalier, qui est en fait la conversion de ce qui était au départ uniquement un bloc technique pour un des hôpitaux. On allait construire un bloc technique, salle d'op, USI, etc. Et puis, à un moment où on a commencé à penser à la fusion des hôpitaux, on a agrandi ce projet qui a grandi, qui s'est tourné vers un pôle mère-enfant et également tout un bloc technique, soins intensifs, ANAPAT, bloc opératoire et des unités d'hospitalisation avec rénovation et avec des nouvelles unités. Donc, tout notre projet, il est lié à la fusion et il est lié à la construction. On connaît l'implication aujourd'hui du corps médical dans toutes les réflexions liées aux grands projets. Il est bien évident que dans les comités de pilotage et bien en amont lors de la rédaction du projet médical, vous imaginez les nouvelles organisations de demain. Quelles sont les attentes de la communauté médicale au regard de ce plan architectural ? Donc les attentes pour le médecin, c'est assez simple. Il lui faut de bonnes conditions de travail, il leur faut des locaux, il leur faut du matériel, il faut un accueil, il faut les patients, il faut que tout se passe bien. Et donc, vous l'avez entendu, au départ, on avait prévu de fonctionner sur un seul site. Il se fait que les financements par les pouvoirs publics ont évolué. Je crois que c'est la même chose dans tous les pays. Et donc, pour le moment, on est avec une première phase de notre construction qui va se terminer. Et la deuxième phase, elle est pour le moment encore... elle est conceptuellement prête, mais financièrement, on n'a pas les budgets, on n'a pas les accords des financements publics, et donc elle est un peu en stand-by. Donc on a dû, malgré notre beau projet, s'adapter un peu à cela et reconsidérer un projet sur 2 sites principaux. On a été également, on partait avec des institutions concurrentes dans lesquelles il y avait les mêmes spécialités qui fonctionnaient. Il y avait du confessionnel, du non confessionnel, comme en Belgique, plus fréquemment qu'en France. Il y avait du public et du privé. Et donc, il a fallu mettre ensemble toutes ces équipes. Donc, je parlerai essentiellement médical, mais c'est valable dans les autres métiers, avec des gens qui sont résistants au changement, qui ne comprennent pas toujours qu'il y a là derrière un projet important, fantastique, un investissement financier, humain, architectural énorme et qui tarde un peu à monter dans le train. Mais pour les spécialités qui ont compris ça déjà il y a quelques années et qui se sont rassemblées sur les sites existants, on a très rapidement vu que ces équipes avaient un développement très significatif, non seulement en attractivité pour les patients, mais également pour les médecins. Engagement de jeunes médecins. Pourquoi? Parce que dans une grande équipe, on peut se spécialiser, on peut faire telle et telle technique, on peut acquérir du matériel pour faire cette technique qu'on n'aurait jamais pu acquérir si on était resté tout seul sur son site. Et pour les jeunes aussi, une grande équipe, ça veut dire de pouvoir faire tout ça et aussi d'avoir moins de charges de garde. La continuité des soins, c'est quelque chose, en particulier pour les jeunes maintenant. Avant, on avait des médecins qui étaient, entre guillemets, appelables tout le temps pour leur spécialité, pour un site. Maintenant, c'est divisé par 3, divisé par 4, divisé par 5. C'est beaucoup plus confortable et attractif. Ça ne tient pas aux locaux et au projet architectural, mais ça tient à notre fusion. Donc pour revenir un peu à ce que les médecins veulent, ils veulent toujours plus. Et donc il faut pouvoir se raisonner, par exemple dans l'investissement en matériel. On a pu éviter des redondances et d'acheter 4 appareils de base qui servent à quelque chose, de dire, bon, vous avez 2 appareils et l'autre budget, vous pouvez l'utiliser pour acquérir une machine plus performante qui vous permettra de faire mieux, de faire plus et de faire autre chose. C'est valable dans les machines, c'est valable dans les compétences également, dans la formation des médecins, etc. Et donc l'attente des médecins, elle revient finalement à ce que l'offre à la population puisse être la meilleure possible avec les moyens que l'on a et que l'on puisse devenir ou redevenir
non plus une addition d'hôpitaux, mais un autre hôpital, une autre institution. Et c'est là que la nouvelle construction et le nouveau projet architectural a toute son importance. Je vous ai dit qu'au départ, on voulait fonctionner sur un seul site, qu'on avait pu faire, entre guillemets, que la première phase, entre la moitié de notre projet, mais on a fait un peu plus que la moitié. C'est-à-dire qu'on a eu la bonne idée, au moment où on a vu que ça risquait de tarder pour la deuxième phase, d'agrandir un peu certains espaces communs. Et donc, ce qui est le plus significatif pour nous, par exemple, c'est d'avoir d'emblée une nouvelle salle d'urgence qui était dimensionnée pour toutes les urgences de la ville et non pas pour un site. Pour le moment, on a encore 2 services d'urgence qui ne fonctionnent pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des locaux qui ne sont pas dimensionnés pour accueillir la population qu'ils accueillent. Et vous savez que la croissance au niveau des urgences est importante aussi. Et donc, on va avoir une structure d'urgence dans laquelle on va pouvoir bien fonctionner. Et ça nous a un tout petit peu induit dans le modèle d'organisation médicale qu'on va avoir. Plutôt que de faire 2 hôpitaux avec tous les 2 des salles d'op, avec tous les 2 de la médecine interne, avec tous les 2 une urgence, c'est-à-dire en quelque sorte 2 hôpitaux, même s'ils sont fusionnés, mais qui fonctionnent en parallèle. On a voulu faire sur le nouveau site hospitalier, en plus du pôle mère-enfant, qui a donc une structure, vous le verrez plus tard, à elle-même, avec les consultations, avec l'hospitalisation, la maternité, etc., de faire à côté de ça, sur ce site, une organisation de prise en charge de toutes les pathologies liées aux urgences. Par exemple, en médecine interne, il faut savoir que 60% des admissions dans un service de médecine interne viennent par les urgences. Et donc, on aura des lits d'hospitalisation plus importants en médecine interne sur ce site-là que sur l'autre site qui va plus s'occuper de programmer, donc de mise au point médicale programmée. La même chose pour la chirurgie. On va se concentrer sur les pathologies qui sont liées aux urgences. Et en plus de ça, parce qu'en chirurgie, c'est l'inverse. Étonnamment, en chirurgie, il y a moins d'hospitalisation liée aux urgences. Donc la chirurgie programmée sera plus sur le second site. Et sur le site-là, on a profité des nouveaux quartiers opératoires pour mettre des équipements dans ces quartiers opératoires qui sont nouveaux pour nous, avec des OARM, avec de la neuronavigation, avec des choses comme ça qui permettront de faire de nouvelles techniques pour la prise en charge de la neurochirurgie, la chirurgie de la colonne, etc. Et donc on va avoir toute une série de pathologies les plus lourdes, comme la neurochirurgie, la chirurgie vasculaire lourde, la chirurgie du rachis qui va se trouver sur ce site, ainsi qu'un pôle de prise en charge cardio pour toutes les pathologies cardiaques et en particulier la coronarographie qui est nouvelle pour nous, coronarographie interventionnelle, donc on pourra faire, pas de la chirurgie, mais on pourra faire des stents, des dilatations, etc. Même chose par exemple pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, on aura tout le circuit de prise en charge qui pourra se faire sur ce site. Donc finalement, on va avoir là un gros site hospitalier qui va prendre les 2/3 de notre activité, qui va prendre en charge l'activité la plus lourde dans les nouveaux locaux avec les nouveaux circuits, etc. Et à côté de ça, un site plus programmé, plus calme. On va faire de l'hôpital de jour, on va faire les prothèses de hanche, les prothèses de genoux et des choses comme ça. Donc c'est un petit peu original ce qu'on a fait là. Ça n'a pas nécessairement plu à tout le monde parce que chacun voulait un peu garder son organisation à lui en disant ah oui mais alors on n'aura pas ça sur le site, etc. Il y a des moments où il a fallu faire des choix et on est parti vers ce choix, sachant qu'on espère bien que l'autre partie d'activité va rejoindre et pouvoir alors avoir un seul site où tout fonctionne ensemble. Vous avez anticipé ces nouvelles organisations. Comment le CHUAPI a continué à fonctionner correctement, on va dire, durant la période de transition qui a été nécessaire pour concrétiser son plan architectural? Et, donc en fait, dans la construction, vous le verrez, beaucoup de choses sont nouvelles. Donc tout le bloc technique, bloc-op, stérilie, soins intensifs, etc., c'est nouveau, ainsi que plusieurs unités de soins. Il y a eu une rénovation qui a été faite en plusieurs phases d'un bâtiment avec plusieurs unités de soins, ce qui veut dire qu'on avait toujours les autres sites qui étaient fonctionnels, et en particulier le site qu'on espère pouvoir abandonner ici en fin d'année, qui était un site essentiellement chirurgical, mais qui avait quand même un bloc avec 6 salles, avec 4 ou 5 salles d'hospitalisation, des revalidations, etc. Donc on a pu compter sur nos anciens locaux vétustes, mal entretenu pour des raisons pas humaines, mais pour des raisons d'investissement de
l'ancien hôpital public d'une ville qui était un peu en déficit, etc. Donc ces locaux sont complètement vétustes, surannés. C'est vraiment limite pour hospitaliser des gens encore dans ces conditions. Et donc, on a pu continuer à l'utiliser jusqu'à la dernière minute et on va pouvoir investir les nouveaux locaux dans quelques mois, plus les locaux rénovés. Donc, ça ne nous a pas trop posé de problème pour faire cette chaise musicale. Je vous remercie, Dr Van de Waal. Je vais donner maintenant la parole à Anne-Laure Parfait, qui est architecte au sein du centre hospitalier de Wallonie-Picarde. Il y a de plus en plus d'établissements hospitaliers où l'on trouve des architectes qui sont partie prenante dans tous les projets de l'hôpital et qui viennent en support aussi aider les architectes qui s'attachent à faire évoluer l'hôpital. Anne-Laure, comment est composé le patrimoine immobilier du CH Wapi ? Donc, je reviens un petit peu en arrière, historiquement parlant. La ville de Tournai était composée de plusieurs cliniques hospitalières. Le site de Notre-Dame, donc, qui fait encore partie du Choipi. Les cliniques Sainte-Anne, Saint-Georges et Choiseul. La maternité de Cotterêts, l'hôpital civil qui fait encore partie du Choipi maintenant. L'hôpital militaire qui est encore, enfin, qui n'est plus existant maintenant, qui a été rénové. Et la Dorcas, l'Institut médico-chirurgical qui est le site de l'IMC qui fait partie du Choipi maintenant. Et les Marronniers qui est un site pour un institut psychiatrique qui existe encore maintenant. Après la fusion, il y a le site de Notre-Dame qui a été gardé, l'Union et la Dorcas et l'IMC, et les Marronniers qui existent encore. Dans un futur proche, il ne restera plus que le site de Notre-Dame et l'Union. Vous vous êtes lancé dans une opération visant à moderniser et à restructurer les sites de l'Union et de Notre-Dame, on vient d'en parler. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de restructurer ces deux sites ? Donc en fait, l'Union est un site qui n'avait, comme l'a dit le docteur Van de Waal, jamais été rénové. Il y avait une possibilité d'y faire une extension sur ce site-là. On y a fait une extension pour le moment de 43 000 m². Notre-Dame est un site qui était encore en très bonne santé. Il avait été souvent rénové et restructuré. Donc on pouvait encore le garder pour y soigner des malades. L'IMC est un site qui a été souvent rénové et en bon état. Il nous permettra, lui, de pouvoir passer à la deuxième phase, le temps que la deuxième phase n'est pas construite. La Dorcas n'a jamais été rénovée, elle, et elle sera abandonnée quand la première phase sera terminée. Il nous reste le site de Perouet, qui est une polyclinique, et elle sera conservée. Alors, on a deux étapes, hein. La première étape concerne la construction de nouveaux bâtiments et la restructuration d'une aile sur le site Union. Pouvez nous présenter cette opération dans les grandes lignes ? Alors, les deux phases. La première phase est la phase de 40 000 m² dont j'avais parlé tout à l'heure sur le site de l'Union. On l'a d'abord construite. Pour construire la deuxième phase, il faudra démolir les bâtiments qu'on appelle les bâtiments A, B, C ici sur le site de l'Union. La deuxième phase est... pardon, parce que sera mise en exploitation après la démolition de la phase ABC. On a une phase bis qui est la démolition du bâtiment de façade, qui serait le bâtiment qu'on appelle le bâtiment 600, qui sera la reconstruction d'un bâtiment d'unité de soins, et qui se sera le long du boulevard. La première phase de construction, elle, est composée de 3 ailes. Le bâtiment 100, le bâtiment 200 et la rénovation de l'aile 700. Le bâtiment 100 est composé de consultations, d'hôpital de jour, de la PMA, la procréation médicalement assistée,
d'un bloc d'accouchement de la maternité, de la néonatologie et de la pédiatrie. Voici un exemple de chambre de pédiatrie. L'espace de jeu qui sera créé au centre de la pédiatrie. La maternité, ça c'est comme c'est construit pour le moment. Les chambres de maternité avec les box pour les bébés. Ici, vous avez l'aile 200, où il y aura la pharmacie, la stérilisation, les urgences, la radiologie RMN, le bloc opératoire, l'anatomopathologie, la coronographie, les soins intensifs, des unités de soins, l'endoscopie et des consultations de cardiologie. Voilà des exemples de comme c'est construit pour le moment. Ça, c'est une unité de soins. Une unité de soins. Et alors, vous découvrez pour la décoration, à chaque niveau, c'est une couleur différente. Les chambres, avec le concept que M. VanNost vous expliquera tout à l'heure, dans chambre en angle. Un détail. Une vue de chambre, les salles d'opération qui sont pour le moment en train d'être aménagées. Le bâtiment 700, donc ça, ce n'est pas un bâtiment qui a été reconstruit, mais un bâtiment existant qui a été réenveloppé. On a refait les façades, on a refait les toitures, on a réisolé, on a remis des nouveaux châssis, on a tout reconstruit à l'intérieur. Donc ce sont des unités de soins. Au sous-sol, il y aura la médecine nucléaire, la morgue. Au rez-de-chaussée, il y aura les admissions et l'accueil. Vous avez ici des photos. Donc à chaque niveau, ce sont des unités de soins qui ont une couleur différente pour pouvoir se permettre de savoir à quel niveau on est. Voilà les chambres. Voilà le rez-de-chaussée. Alors, oui, comme on le voit à l'écran, comment est-ce que, quand on ne connaît pas le paysage d'une région, c'est vrai qu'en Belgique, c'est l'identité visuelle des hôpitaux que l'on construit aujourd'hui est en fonction évidemment de son environnement direct et de la culture aussi. Comment est-ce que ce bâtiment est intégré dans son environnement? Qu'est-ce qu'on a autour? Comment est articulé le... C'est un bâtiment qui est vraiment au sein de la ville. Donc, comme l'a dit le docteur Van de Waal, c'est une ville qui est assez rurale. C'est un environnement rural et le bâtiment, lui, est vraiment au sein de la ville. Donc, comme on le voit ici sur la photo, il n'y a quasiment que des champs autour de Tournai. Le bâtiment, lui, est resté le long du boulevard. On a remis une brique de façade qui reste comme les briques du quartier, de son environnement. C'est une brique de Bari. C'est une brique qui est faite dans la région de Tournai. Pour le bâtiment 600, qui est le bâtiment de façade avec les unités de soins, ce sera un bâtiment en acier corten qui reviendra avec des couleurs qui s'intégreront dans les couleurs du boulevard. Les gabarits aussi respectent les gabarits des environs, des quartiers environnements. Les bâtiments redescendent tout doucement pour pouvoir s'aligner aux gabarits environnement. Des espaces verts aussi ont été créés, et ça c'est important aux yeux de la direction, d'avoir beaucoup d'espaces verts pour pouvoir avoir un environnement vert et qui pourrait permettre d'avoir une vision assez calme pour les patients. Des toitures vertes aussi ont été créées par les architectes pour avoir une vue aussi autre que de la brique. Comment se fait la liaison entre les bâtiments existants et les nouveaux bâtiments? Alors c'est pareil, pour le bâtiment ancien qui a été rénové, les architectes ont gardé la même brique que le nouveau bâtiment, donc la brique de Bari, pour le réenvelopper. Et ils ont aussi gardé la même modulation que les bâtiments anciens pour les nouveaux bâtiments, c'est-à-dire qu'ils ont gardé une même hauteur
de niveau que les anciens bâtiments, qui étaient une très faible hauteur et donc qui techniquement étaient assez difficiles pour passer les techniques. Ça a fait quand même beaucoup de difficultés à nos ingénieurs pour pouvoir passer toutes les nouvelles techniques par rapport aux bâtiments anciens où il n'y avait pas beaucoup de techniques qui passaient dans les faux plafonds ou les planchers. Qui sont les acteurs qui ont participé aux réflexions? Alors, en dehors du corps médical, on sait que plus on a de réflexions en amont d'un projet, plus le projet est abouti. D'abord, on gagne du temps. Comment vous avez impliqué les riverains? Il y a eu des groupes de travail? Comment est-ce que ça a fonctionné? Donc en fait, les différents acteurs, il y a la direction de l'hôpital, il y a la direction médicale, il y a aussi les différents utilisateurs, médecins, le nursing. Ce sont des gens très importants qui sont les premiers utilisateurs du service. Ce sont les gens qui vont vivre avec le service. Il y a la logistique, ce sont les gens qui vont devoir travailler avec les stocks qui vont avoir. Ce sont des choses qui sont toujours oubliées quand on pense à un service. On oublie toujours les locaux techniques aussi. C'est très important aussi. Il y a aussi la commune et l'urbanisme. Ce sont aussi des gens avec qui il faut travailler parce que le bâtiment, il doit être intégré dans la ville. L'implication des riverains. On a fait des réunions d'information, on a fait des réunions à l'initiative de la ville, on a fait des concertations pour les travaux de voirie et on a fait aussi des concertations quand on a dû faire des demandes de permis. On a fait des journées découvertes entreprises où on a invité les riverains à venir visiter le chantier et on a présenté les travaux, on leur fait des visites, des présentations, des réunions de chantier aussi. Et ils ont toujours un numéro de quelqu'un du service à appeler si jamais il y a un souci. Ils peuvent nous appeler en cas de problème. Merci beaucoup. Merci. Je vais donner la parole à Nicolas Vannos, qui est architecte et architecte associé du bureau d'architecture Engineering Veragen. Quelles sont les grandes lignes du projet architectural? Oui, alors les grandes lignes du projet architectural. D'abord, je vais vous raconter une anecdote, parce qu'après toutes ces choses sérieuses, c'est un peu difficile de se concentrer. Les 4 terrains qui ont été réunis sur le site de l'Union. Et donc, c'est un peu symbolique, l'Union. En réalité, pas du tout. C'était le nom d'un club de football. Et on a récupéré le terrain de foot qui était à côté, ce qui a permis d'étendre l'hôpital. Donc, c'était l'Union de Tournai, en fait. Voilà. Mais on a gardé la symbolique, oui, c'est assez beau. Donc, nous avions un travail de regroupement des activités par phase. Je ne vais pas reprendre tous les points que Mme Parfait et le Dr Van de Waal ont développés. Mais donc, on voit dans une première phase un bâtiment rénové, un pôle mère-enfant et un pôle médico-technique lourd avec un service d'urgence qui va regrouper toutes les urgences du bassin de soins. Donc plus de 150 000 personnes. Puis une seconde phase qui va refaire le bâtiment en tête de boulevard. Et enfin une troisième phase qui va compléter l'hôpital. On a même prévu des possibilités d'extension ultérieure, mais ne rêvons pas tout de suite, on va déjà essayer d'arriver à faire celle-ci. Il y a des enjeux urbains importants sur ce projet. Est-ce que le choix de conserver la position à proximité du centre-ville était opportun? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça, c'est pas propre à la Belgique ou à la France, mais beaucoup d'établissements se demandent s'ils doivent sortir l'établissement du centre-ville ou conserver sa position. Là, ce choix a été fait. Comment il a été? Oui, nous sommes convaincus de la nécessité de garder la santé au cœur de la ville, le long du boulevard de Ceinture, donc qui est très fréquenté, qui est bien desservi par les transports publics, ne fût-ce que pour des questions de mobilité qui vont rejoindre le développement durable. De plus, toutes les personnes un petit peu défavorisées qui n'ont pas de moyens de transport peuvent rejoindre l'hôpital et c'est certainement une bonne chose. Et c'est un lieu de travail fort important. On a parlé de plusieurs milliers de personnes
et on souhaite que la ville vive et qu'elle ne soit pas désertifiée et chancrée. Là, on va aborder une thématique auquel tout le monde a réfléchi à un moment ou à un autre dans son établissement, c'est l'accueil du patient. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de facteurs qui déterminent comment on accueille le patient aujourd'hui, comment on doit l'accueillir, le patient, le visiteur, sa famille. Vous avez eu une réflexion dans ce cadre-là, vous avez orienté vos réflexions et votre geste architectural autour de l'accueil du patient. Qu'est-ce que ça donne? Ce que ça donne, mais tout d'abord, on s'adapte effectivement au lieu dans lequel on est. Et autre anecdote très sympathique, quand vous vous promenez à Tournai et que vous croisez quelqu'un dans un couloir, il vous dit « Bonjour monsieur ». Ça n'arrive plus jamais chez nous à Bruxelles. Et à Paris, j'ose pas l'imaginer non plus. Et donc, il y a une très très grande convivialité en fait qui est naturelle dans le Tournaisis. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu conserver. Alors vous allez dire, ce sont des mots, c'est facile, mais pas tout à fait. En fait, on a conservé une entrée que l'on voit là depuis les boulevards de Ceinture, qu'on a essayé de signifier derrière le bâtiment en acier corten dont parlait Madame Parfait. Et on en a développé donc l'expression contemporaine. Et on a de plus conservé une seconde entrée de l'autre côté du bâtiment. Alors vous allez dire 2 entrées, c'est très confus, les gens vont se perdre. Eh bien, pas du tout, parce qu'on a essayé de faire un lien public très fort, en fait, entre les 2 entrées. Et le long de ce lien public, on va trouver tous les bâtiments de front office, enfin tous les bureaux d'accueil. Et on va aussi y trouver les cafétérias et autres activités boutiques qui vont permettre en fait d'avoir une sorte de rue intérieure au travers de l'hôpital, ce qui colle vraiment bien avec l'esprit de la ville et de ses habitants. Est-ce que ce projet vous a permis de développer une nouvelle approche vis-à-vis du patient? Alors, de façon très générale, évidemment, on a soigné les lieux d'accueil, l'orientation. On s'est fort centré sur la qualité, le confort hôtelier, sur les espaces vastes. Mais on a aussi poussé un peu plus loin un concept de chambre à 2 lits. En fait, c'est une sorte de carré mis sur la pointe, ce qui permet en fait à 2 patients d'avoir les têtes à l'opposé l'une de l'autre. Dans une chambre traditionnelle, les têtes des 2 patients, si vous réfléchissez bien, sont espacées de moins de 2 mètres. Ce qui est quand même assez proche quand vous ne connaissez pas votre voisin. En plus, il y en a un qui a droit à la fenêtre, l'autre qui est coincé près des toilettes, hein, donc c'est pas très sympa. Les armoires, c'est confus, etc. Et donc on a imaginé une chambre où les 2 lits seraient mis de la sorte, ce qu'on appelle un carré sur la pointe, une sorte de losange, de telle sorte que les patients soient environ à 5 mètres de distance, qu'ils puissent recevoir chacun leur famille et qu'ils aient un petit lieu commun pour prendre les déjeuners. Et on a déjà appliqué ça dans un hôpital à vocation plus gériatrique. Et on était très étonnés, la patientèle âgée a parfois demandé à aller en chambre à 2 lits plutôt que d'être seule en chambre individuelle. Donc, alors que c'est normalement un supplément. Et en fait, à partir du moment où la cohabitation est confortable, il y a une sorte de sécurité qui s'installe, de convivialité, parfois même entre les familles et les visiteurs. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez sensible et d'assez fort. Ça nous a permis, cette forme d'angle s'exprime en façade. C'est comme ça que vous retrouvez des façades un peu curieuses, là, avec une démultiplication en dents de scie. Voilà ce que ça donne à l'intérieur de la chambre. Ici, on a mis les lits en images de synthèse, mais la photo est bien celle de la chambre. Et le patient n'est pas encore là, puisque comme Anne-Laure l'a dit, ça va s'ouvrir fin d'année. Donc ça veut dire qu'on a encore plus de lumière naturelle en plus dans la chambre. Il y a plus de lumière naturelle et chacun a une vue directe vers l'extérieur. Et chez nous, c'est une norme. Donc le patient doit pouvoir regarder vers l'extérieur en tournant la tête latéralement. C'est un peu curieux. Ça doit être une vieille norme qui traîne, mais on la respecte totalement. Ce qui veut dire que j'ai juste une question pour le docteur Van de Waal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est enfin, aussi bien en France qu'en Belgique, on est plus souvent dans une logique de dire on va augmenter le taux de chambres individuelles et réduire le taux de chambres à 2 lits, voire à 3 lits. Ça vous a fait revoir votre cahier des charges, cette conception, ou alors est-ce que c'était déjà défini Non, on a gardé la même proportion avec plus de chambres seules, en particulier en maternité par exemple. Je crois qu'il y a quand même cette évolution et cette demande
bien que le concept ici donne une toute autre dimension à la chambre à 2 lits, c'est tout à fait certain. Mais on a quand même voulu garder, les médecins eux-mêmes veulent qu'ils puissent disposer de chambres particulières. C'est innovant ça. Comment vous en avez discuté avec les médecins et tous les professionnels de santé? Par rapport à la structure de la Oui, chambre. par rapport à cette structure. Je ne suis pas sûr qu'au moment où le bureau est venu avec cette proposition, il y ait eu tous les arguments que M. Van Oost vient de développer maintenant. Je trouve que c'est très positif et c'est très vrai ce qu'il nous dit. Je ne pense pas qu'il y ait eu une demande médicale de dire, mais voilà, est-ce que vous ne pourriez pas penser à ce nouveau concept? Ça sera complètement innovant en tout cas. Je pense que ce sera innovant. Et puisque maintenant les locaux sont presque terminés et qu'on fait régulièrement des visites avec les soignants qui s'approprient déjà à l'avance l'endroit où ils vont travailler dans 6 mois, eh bien, ils sont sensibles à ça en disant, ben voilà, ça change complètement la perspective de la chambre à 2 lits avec, comme l'a dit, le patient qui est côté toilette et celui qui est côté fenêtre. Monsieur Van Oost, dans quelle mesure est-ce que ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable? Alors il s'inscrit évidemment dans une démarche de développement durable, je dirais sur plusieurs aspects. Je vous passerai toute l'utilisation rationnelle de l'énergie, où il y a un travail énorme qui a été fait par les ingénieurs, mais on y a amené une petite notion de confort particulière à nouveau dans ces chambres, c'est la notion de plafond froid. Ça nous a permis en fait en rafraîchissant le plafond à la verticale du patient, de lui donner une sensation de fraîcheur sans mouvement d'air. Et donc c'est une sensation de fraîcheur très rassurante qui évite la surchauffe chez nous, bien qu'il ne fasse pas très très beau. C'est quand même un problème les mois d'été. Et surtout avec tout l'équipement médical qui produit beaucoup de chaleur. Et ça donne une température de confort qui est en fait inférieure à la température réelle. C'est un peu technique, mais grosso modo, on économise 2 degrés d'énergie. C'est colossal à l'échelle d'un hôpital. Et tout en étant extrêmement confortable. Par ailleurs, il y a eu un gros travail de mobilité. Je crois que c'est très important, la mobilité du personnel. Ici sont tous les petits points mauves, c'est la position de l'hôpital par rapport à l'emploi. C'est extrêmement important, on n'y pense pas assez. 2500 personnes qui doivent rejoindre le lieu de travail, autant être au milieu et pas à l'extérieur de la ville. On a aussi réfléchi évidemment aux patients. Il y a aussi eu un travail paysager, comme Madame Parfait l'a signalé tout à l'heure, donc ce qui ne se voit pas encore sur les photos parce qu'on n'a pas encore pu faire les plantations. Alors aujourd'hui, et c'est le but aussi de réunir tous ces professionnels, aussi bien du côté de l'architecture, de la construction, de l'ingénierie et du côté hospitalier, c'est de favoriser le partage et l'échange d'expériences dans tous les domaines, sur tous les projets. On a beau dire aux maîtres d'ouvrage qu'il faut réfléchir bien avant la conception d'un établissement de santé, qu'il faut s'ouvrir vers l'extérieur, aller voir ce qui se passe ailleurs, aller voir comment les autres établissements ont répondu à des problématiques auxquelles réfléchissent encore des établissements de santé. C'est tout l'intérêt de favoriser le partage d'expériences. Depuis les premières réflexions et le début du concours d'architecture, votre implication et les échanges avec les utilisateurs, est-ce que cela a modifié le projet foncièrement Très clairement, le projet est à l'image des utilisateurs, bien qu'ils aient quelques bonnes surprises, comme la chambre. Donc, nous venons avec un certain nombre d'éléments de départ auxquels nous tenons. Ce sont un certain nombre d'éléments rigoureux et semblables pour tous les hôpitaux. Commençons par la sécurité du patient, ça c'est une évidence. Vraiment, on est axé là-dessus au même titre que tout le corps médical et le nursing. Par ailleurs, on a un outil donc, qui doit bien fonctionner. On est très très sensible au flux dans les hôpitaux. On est très sensible à la flexibilité, c'est-à-dire aux possibilités de modification. Dans ce cadre-ci, c'est important. Un projet qui s'étale sur plusieurs années reçoit des demandes médicales qui évoluent avec le temps et le bâtiment doit pouvoir les absorber, soit dans les développements successifs, soit même être transformé en cours de route. Et tout est prévu pour que ce soit transformable, donc les arrivées des énergies, les qualités des cloisonnements, etc. Et donc nous centrons très fort notre travail sur le dialogue en fait avec les utilisateurs dans un premier temps, et puis par après nous essayons de décoder ce que nous avons compris
et nous réagissons parfois en disant il nous semble que par rapport à d'autres cas, et nous comparons des situations. Mais notre première attitude est plutôt d'être un peu comme une éponge, d'absorber toutes les informations. Alors même s'il y a une empreinte architecturale de chaque agence qui conçoit un établissement, il n'y a pas de modèle vraiment adapté à toutes les formes de cités hospitalières ou de campus. Quelles sont les clés de la réussite d'un projet comme celui-ci? Donc nous sommes très très attachés en fait au principe qu'il n'y ait pas d'hôpital type. Alors il y a plusieurs raisons. Les plus malins diront s'il y avait un hôpital type, il n'y aurait plus d'architectes. Donc ça serait dramatique pour nous. Il suffirait de le reproduire. En réalité, l'hôpital s'adapte à la demande, il s'adapte à la ville dans laquelle il s'installe, au caractère urbain, non urbain. Il s'adapte à la taille de l'hôpital lui-même. On a des hôpitaux spécialisés. On a travaillé dans des secteurs tout à fait spécialisés, traitement du cancer, traitement des maladies d'Alzheimer et autres. Comme on a fait des hôpitaux généraux, à chaque fois, ce sont des réponses différentes réellement. Donc nous sommes convaincus que chaque hôpital est réellement unique de par sa situation, de par ses besoins, de par les activités en fait qui y sont développées. Il y a aussi la façon dont on conçoit et on construit l'hôpital. En marge de ce projet, vous avez développé un projet de façon traditionnelle, donc études, appels d'offres, plus de 30 intervenants au niveau des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez d'une solution conception-exécution ? Donc la conception-exécution, c'est un domaine dans lequel nous avons déjà travaillé. Nous sommes convaincus que c'est une solution valable pour des projets correctement circonscrits. C'est-à-dire si la programmation est raisonnablement bien définie. La difficulté dans une conception-exécution, ce qu'on appelle chez nous design and build, c'est le fait que l'on doive tout déterminer avant de commencer. Donc vous devez quasiment aller au nombre de prises qui sont nécessaires, au type d'équipement, tout doit être extrêmement précisé, de telle sorte que l'entrepreneur, qui est la personne qui s'engage, en fait, puisse l'exécuter. Si nous prenons un bâtiment classique hospitalier, eh bien, les risques de changement sur les 5-6 ans, voire plus, que va durer l'opération, sont énormes. Et s'il y a changement dans le cadre d'un design and build, il y a une difficulté de contrôle, pensons-nous, des budgets et des délais. Tandis que si le projet est plus précis, s'il est mieux défini, prenons par exemple un laboratoire de biologie clinique ou bien un ensemble logistique, que ce soit des cuisines, de la stérilisation, une pharmacie, eh bien on pense que ce sont des bâtiments qui peuvent être développés en design and build avec l'aide de programmeurs qui sont très efficaces à ce moment et qui peuvent être très proches en fait du résultat qu'on va fournir. Donc je dirais que c'est une bonne formule si on peut définir le point d'arrivée. Surtout que vous avez une expérience certaine au niveau des laboratoires. Aujourd'hui, beaucoup d'établissements regroupent leurs fonctions support et notamment les laboratoires. Oui, tout à fait. On a eu cette chance dans plusieurs hôpitaux universitaires et dans les hôpitaux régionaux en fait de pouvoir regrouper les laboratoires. On a été jusqu'à des laboratoires qui regroupaient 10 sites différents dans différentes tours facultaires et autres. Je pense au laboratoire des cliniques Saint-Luc, 12 000 m². Et en regroupant tout, il y a un peu l'économie d'échelle dont parlait le docteur Van de Waal, donc d'éviter qu'il y ait une laverie par étage, d'éviter qu'il y ait des stérilisations démultipliées, d'éviter qu'il y ait des appareils de résonance magnétique et autres démultipliés. Donc il y a tout un travail de rationalisation. Et puis il y a un autre travail, il faut le dire, qui est de certification de ces laboratoires, qui leur permet d'une part de rendre de meilleurs services à la patientèle et d'autre part d'offrir des services, je dirais, par exemple de s'ouvrir au monde pharmaceutique pour certains d'entre eux et par là d'obtenir des revenus qui vont leur permettre de développer leur laboratoire, revenus qui vont permettre de faire tourner l'hôpital lui-même. Donc on a pu aller très très loin effectivement dans les laboratoires de biologie clinique. Et vous parliez des différents... Il faut dire qu'en Belgique, chez nous, tout est différent. Il y a des catholiques, il y a les autres, il y a la ville, il y a les gens qui viennent d'une université et de l'autre. Eh bien, on a eu la chance de pouvoir travailler pour chacun d'eux. Et ils ont chacun une couleur un peu particulière, mais ils sont tous très bien. Et je crois qu'ils sont contents de leur labo. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci de vous être déplacés. Bon, on n'est pas si loin, on est des voisins proches, mais
Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous pour votre attention. Vous pouvez rester parmi nous parce qu'on va rester avec nos amis et voisins belges avec une conférence dans une dizaine de minutes consacrée au projet de reconstruction de l'hôpital Erasme d'Anderlecht. L'hôpital Erasme, c'est un hôpital académique de l'Université libre de Bruxelles qui a été ouvert en 1977. C'est vraiment très intéressant, c'est un projet ambitieux. Je vous invite à nous rejoindre sur le village des architectes pour assister à cette conférence. Encore merci de votre présence. Bonne journée à tous.